Raymond Ndongsima, le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de prendre part aux travaux de la conférence mondiale sur le cacao à Abidjan, la capitale ivoirienne. Représentant le chef de l'État à ses assises, il a exprimé la vision de notre pays dans ce secteur. Demain, jeudi 22 novembre 2012, s'ouvre à la salle des conférences du Sénat l'atelier de validation du document stratégique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon. Sur ce, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite était en conclave ce matin. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Raymond Ndongsima, le Premier ministre chef du gouvernement, vient de prendre part aux travaux de la conférence mondiale sur le cacao à Abidjan, la capitale ivoirienne. Représentant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à ses assises, il a exprimé la vision de notre pays dans ce secteur. Presse primature, Olivier Antonio Dibal, Claudette et Auré Richon, le compte-rendu. C'est aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire, Dr Alassane Dramane Ouattara, que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a pris part à la cérémonie d'ouverture de la première conférence mondiale sur le cacao. Représentant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Raymond Ndongsima a d'abord exprimé le soutien du Gabon à la poursuite des objectifs de cette rencontre d'Abidjan avant de se prononcer sur le thème retenu pour ses assises. Le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a en effet chargé de vous présenter ses regrets de ne pouvoir prendre part à cette importante rencontre. Le thème de cette conférence est important pour le Gabon, qui certes fait partie des pays dits petits producteurs de cacao, mais se reconnaît parfaitement dans la question à l'ordre du jour. Il traite en effet d'une culture autrefois largement répandue dans notre pays et donc bien connue d'une grande partie de sa population rurale. Il se situe en outre dans une de nos préoccupations majeures actuelles, le développement durable. Depuis 2009, le Gabon expérimente en effet un modèle de développement constitué de 3 appuis, un pilier vert, un pilier industriel, un pilier de services. Le pilier vert comporte 3 objectifs stratégiques, à savoir la valorisation du potentiel agricole, la gestion durable de la forêt en vue d'une production certifiée de bois tropicaux, la promotion d'une exploitation et d'une valorisation durable des ressources halieutiques. Le développement durable, notre nouveau paradigme, vise à associer l'exploitation rationnelle des ressources naturelles pour la satisfaction de nos besoins et l'impérieux souci de préservation de l'environnement. Organisée conjointement par l'Organisation internationale du cacao et l'État ivoirien, cette réunion qui voit la participation de plus de 1200 délégués d'une quarantaine de pays vise à réfléchir au développement durable de la production dans le monde. Et naturellement, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial avec 40%, veut réaffirmer sa place de champion en matière de cacao. L'imposante foire d'exposition réalisée à cet effet en dit long. En marge de ces assises consacrées à la filière cacao, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a été reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Le Premier ministre gabonais était porteur d'un message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à son homologue ivoirien. Nous retrouvons nos confrères de la presse de la primature, Olivier Antonio Dibal, Claudette et Auré Richon. En représentant notre pays au plus haut niveau à la conférence mondiale sur le cacao, le Premier ministre Raymond Ndongsima était également porteur des messages du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Message que l'intéressé a chaleureusement reçu. Accompagné de 2 membres de son équipe gouvernementale et l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, l'émissaire gabonais a dit ces quelques mots au sortir de l'audience. Je suis venu remettre à son Excellence le président Alassane Ouattara un message de son frère et ami, le président Ali Bongo, à l'occasion de la conférence mondiale sur le cacao. C'est un message qui était adressé
au président. Moi, je ne suis qu'au porteur, donc je ne connais pas le contenu du message. Notons que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellents rapports de coopération bilatérale depuis les années 1960. Mieux, les présidents Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara ainsi que les peuples des deux pays ont toujours eu des contacts et échanges amicaux et fraternels. Le président ivoirien a d'ailleurs magnifié cette relation d'amitié dans son discours à l'ouverture des travaux de la conférence mondiale sur le cacao. Fidèle Mengue Miengwang, le ministre des PME, de l'artisanat et du commerce, rentre lui du Burkina Faso où il était prendre part au salon de l'artisanat de Ouagadougou, le récit de Jacques Fourier Mangumba Maloulou. À 28 vitrines de l'artisanat africain, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est un cadre d'échange entre artisans et acheteurs. Cette 13e édition accueille 30 pays venus de 4 coins du monde. Les produits artisanaux du Gabon, qui est à sa première participation, sont hautement appréciés. Ils ont suscité et chatouillé la curiosité cognitive des visiteurs. J'ai voulu commencer cette visite par le stand du Gabon pour saluer les artisans de notre pays qui sont venus exposer au salon et puis leur adresser un message d'encouragement. D'après ce que j'ai pu voir, le Gabon n'a aucun complexe à se faire par rapport aux autres grands pays de l'artisanat. C'est notre toute première participation. Et le fait que nos produits aient été nominés par le jury pour un éventuel prix. Le salon a été marqué par la réunion des experts du CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, la pose de la première pierre du siège du CODEPA, les animations culturelles et artistiques et la soirée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire. Rentré au Bercail après avoir remporté le premier prix de la Chambre de commerce de Ouagadougou, les lauréats gabonais ont été reçus par Fidèle Mengue Miengwang. Le ministre des PME, de l'artisanat et du commerce a dit la fierté et l'honneur du Gabon d'obtenir ce premier prix à travers l'œuvre de notre jeune compatriote Eddy Hendrix Mayombo. Quelques informations au pas de course sur le plan international. L'actualité en France, vous le savez, reste marquée par l'élection de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP. 48 heures après l'annonce des résultats, le camp Fillon demande un recomptage des voix puisque plus de 1000 ont été oubliés. La guerre des chefs à l'UMP se poursuit. Une direction collégiale fillono-copéiste avec pour médiateur Alain Juppé est attendue afin de ramener la sérénité dans la maison UMP. Crise au Proche-Orient. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et Hillary Clinton, la secrétaire d'État américain, poursuivent les négociations entre Israël et le Hamas. Un attentat à Tel Aviv aujourd'hui a perturbé la procédure diplomatique. À Gaza, c'est toujours le chaos. Au Gabon, et en image, cette fois, Ida Reteno Asonoa était ce matin devant les honorables députés de la Commission des lois des affaires administratives et de droits de l'homme. La ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, était soumettre pour adoption le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code pénal. Presse Assemblée nationale. Le Gabon prend désormais le taureau par les cornes et décide de punir toute forme de violence à l'égard des femmes, notamment l'inceste et le harcèlement sexuel. Et c'est le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 21/63 du 31 mai 1963 portant code pénal qui en est la matrice. Il s'agit en fait de modifier certaines dispositions relatives aux attentats, aux mœurs, afin d'élargir le champ de répression à toutes les agressions sexuelles, particulièrement, et nous l'avons dit, l'inceste en incluant dans le code le délit de harcèlement sexuel, a souligné le ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Ces dispositions constituent la traduction des directives que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a donné au gouvernement en vue
non seulement de renforcer la protection de la femme, mais également d'assurer son épanouissement tout en préservant sa dignité. Ce projet de loi accélère l'éradication de toute forme de violence envers la femme. Le texte soumis se fonde ainsi sur la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979, ratifiée par le Gabon le 21 janvier 1983, ainsi que sur les déclarations et résolutions des Nations Unies contre la violence faite aux femmes et aux filles. Mettant ainsi le pied à l'étrier, le gouvernement, et si l'on en croit, Madame le ministre Ida Retinoa-Senoué propose de réformer les articles du Code pénal traitant des attentats aux mœurs et plus précisément se portant sur les agressions sexuelles avec la création de nouvelles infractions, inceste et harcèlement sexuel. En effet, la justice gabonaise ne peut plus rester insensible à la détresse des femmes qui vivent de façon particulièrement atroce des situations d'agression sexuelle. Sans remettre en cause les fondements sur lesquels repose la société gabonaise, il est apparu opportun d'impulser un juste équilibre entre leurs doléances légitimes, les exigences de la morale et la préservation de notre identité culturelle, afin de garantir à tous une évolution harmonieuse et maîtrisée de la société. Cela semble important à un moment où de nombreux écarts de comportement sont de plus en plus dénoncés. Il faut préciser que le texte soumis aux honorables députés constitue une innovation en ce qu'il énumère les différents éléments constitutifs d'agression sexuelle et de viol. Mieux, ce texte assimile à une agression sexuelle les autres actes impudiques visant un but sexuel notamment, et nous le disons haut et fort, les actes de pédophilie. Et à toutes fins utiles, retenons que le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et de la réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse ou d'une déficience mentale ou physique, selon l'article 256 nouveau. Peu avant, la ministre de la Justice garde des Sceaux, Ida Retinoa-Senoué, a soumis aux honorables députés le projet de loi modifiant certains articles du Code civil. Nous retrouvons nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Henri Nestor Djavé, Amédée Mavungu. Le projet de texte soumis à la très haute attention des honorables députés a pour objet la modification des articles 180 et 181 du Code civil. Et selon Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations constitutionnelles porte-parole du gouvernement, le contentieux de succession permet de relever que des conflits inhérents à cette matière prennent naissance dans les relations de l'acte de décès dressé en exemplaire unique par l'officier d'état civil dans les 24 heures de la délivrance du permis d'inhumer. Ce document, combien nécessaire, est en général remis à celui qui se rend à la mairie pour accomplir la formalité administrative. Le conjoint survivant et les orphelins directement concernés, anéantis par la douleur et isolés par les rites traditionnels, ne sont pas impliqués dans la démarche. Après les obsèques, le fait pour ces derniers de réclamer la pièce donne lieu à des conflits. Les frères et sœurs, les pères et mères des Cujus, estimant que les liens de sang leur confèrent l'autorité sur l'acte de décès. Ils se l'approprient sans autre forme de procès. Alors, face à cette situation, par moments qualifiée d'imbroglio, au sein de la cellule familiale, que propose le texte soumis aux honorables députés? Le projet de texte propose que le délai soit rallongé à 72 heures et que l'acte de décès soit dressé en autant d'exemplaires qu'il en sera réclamé. Ce projet de texte fait peser aux fonctionnaires l'obligation de s'assurer que le ou les conjoints survivants ainsi que les orphelins se sont fait délivrer l'acte de décès. Précisons qu'à toutes les interrogations des honorables députés, le ministre de la Justice garde des Sceaux
à apporter toutes les lumières nécessaires et suffisantes à l'éclairage des élus du peuple. La caravane de sensibilisation sur les droits du conjoint survivant et l'orphelin se poursuit. La ministre des Affaires sociales et de la Famille, Honorine Zebitege, était pour cette fois à Bikele, à quelques encablures de Libreville dans la province de l'Estuaire, pour interpeller les populations sur les acquis juridiques contre la spoliation. Arsène Mollet, un reportage de nos confrères de Télé Africa. Contre cette situation, le ministre interpelle les parlementaires en vue de l'adoption de 2 textes de loi en faveur du conjoint vivant et de l'orphelin. Je lance donc un appel pressant à tous les parlementaires pour l'adoption des 2 textes de loi qui sont entre leurs mains depuis un certain temps et les amender si c'est nécessaire, au cas où il y aurait des divergences dans leur point de vue, puisque nous sommes à leur disposition. Ceci nous permettra aisément de prendre d'autres textes d'application de certaines dispositions légales. À tous mes collègues magistrats, pour accélérer le règlement des procédures qui leur sont transmises en matière successorale, à tous les auxiliaires de justice, avocats, huissiers et autres, d'être humains dans les actes juridiques qu'ils posent en matière successorale. À toutes les familles, pour ne pas accentuer la détresse des conjoints survivants et des orphelins, par les actes de honte qu'ils posent dès l'annonce d'un décès. Je citerai entre autres blocage des cadavres, refus opposé aux conjoints survivants et aux orphelins d'assister aux obsèques du disparu, incitation des enfants contre leur mère ou leur père pour des besoins matériels, refus d'organiser le conseil de famille pour bloquer les opérations successorales, blocage avec la complicité de certains maires des actes de décès, alors que ces actes doivent être remis également à l'aveu. Le plus grand démocrate de tous les temps est la mort, car celle-ci ne fait exception de personne. Elle fait l'élection tous les jours et met dans l'urne, c'est-à-dire le cercueil et la tombe, qui elle veut et quand elle veut. Nous devons tous en prendre conscience en posant certains actes, car notre tour d'affronter ce démocrate arrivera obligatoirement. Au sortir de ce séminaire, les participants auront une connaissance des dispositifs légaux de protection et la capacité de faire valoir leurs droits. Des résultats d'audit pilotes effectués dans 4 concessions forestières par la Direction générale des eaux et forêts sont connus. Ils ont été présentés aux acteurs de cette filière à la faveur d'une réunion à laquelle prenaient part nos reporters Yvette Okosa et Biwaou Mikala. C'est en présence des représentants du projet OIBT, OAB et du WWF que le directeur général des eaux et forêts a présidé la réunion technique de présentation des résultats d'audit pilote effectués dans les 4 concessions forestières telles que Boaïsiri de Lokwe, Forex, TTIBT et GB Assala. Des audits réalisés dans le cadre du projet OIBT OAB intitulé « Promotion de l'aménagement forestier de forêts africaines » qui viennent en appui aux institutions en charge de la gestion des forêts. Sur les 4 entreprises, on peut qualifier la gestion de moyenne parce qu'elles sont autour de 50% de mise en œuvre des principes, critères et indicateurs. Mais ceci n'est pas alarmant parce que c'est un point de départ en ce qui concerne l'évaluation et nous espérons que les prochaines évaluations vont permettre d'avoir des taux beaucoup plus élevés. Il convient de rappeler que ces actions découlent de l'état des lieux de la gestion des forêts qui a des défis à relever durant les prochaines années. 1. Acquérir au sein de notre administration les capacités de mettre en œuvre notre politique forestière. 2. Généraliser la gestion durable à l'ensemble des superficies des forêts de production. Et c'est dans cette optique que le ministère a décidé de l'intégration dans le processus d'aménagement
de tous les permis forestiers avec comme date butoir le 31 décembre 2012. S'assurer de l'effectivité de l'exécution des plans d'aménagement en renforçant les capacités des institutions de contrôle sur le terrain. Ces défis ont pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance forestière, de diversifier les produits transformés et enfin communiquer sur les atouts du bois et sur la gestion durable des forêts dont il est issu. Demain s'ouvre à la salle des conférences du Sénat l'atelier de validation du document stratégique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon. Sur ce, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite était en conclave ce matin, le compte-rendu de nos confrères de TV2. Le tour de table, suite logique de la série d'ateliers du mécanisme d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, initié au mois d'août 2012 par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, met en scène les membres du comité de pilotage de la dite stratégie. L'objet de la rencontre, pour la dite commission, soumettre aux différents acteurs du dit comité les grandes lignes sanctionnant la collecte des données multisectorielles afin que celui-ci recadre les efforts entrepris par l'ensemble des experts. Ce travail est enfin arrivé à son terme. Il vous souviendra qu'au mois de septembre de cette année, depuis la tribune des Nations Unies, le président de la République avait annoncé que le Gabon avait ratifié les conventions internationales, que le Gabon avait mis en place les agences anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière, et il a même dit qu'en ce moment, la Commission était en train de travailler avec le programme des Nations Unies pour la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Et bien, ce travail est arrivé à son terme. Demain, nous allons le valider sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Et une fois que le document est prêt, nous aurons le plaisir d'être conduits par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller remettre ce document stratégique au président de la République. Le président de l'institution indépendante et autonome de prévention et de répression des crimes économiques au Gabon s'est réjoui ensuite de l'avancée significative du processus d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la concussion. C'est le commencement d'une satisfaction qui sera certaine peut-être dans 2, 3, 5 ans, parce qu'on avait besoin de ce document qui nous sert de boussole pour essayer de voir dans le pays quels sont les secteurs les plus atteints et comment organiser cette lutte. Aujourd'hui, ces choses faites, du moins par rapport à l'étude et au rapport sur le diagnostic que nous allons valider demain, ça veut dire que la lutte contre la corruption en 2013 va rentrer dans une autre phase avec la mise en application des dispositions qui seront contenues dans le plan stratégique. C'est en prélude aux assises de l'atelier de validation de la stratégie nationale prévue les 22 et 23 novembre prochains que le comité de pilotage mis en place le 16 juillet 2012 s'est mobilisé ce jour au siège de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Vincent Lebondo Lemali, le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui dirigeait ces travaux. Il est également l'invité de notre édition d'information. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, dites-nous, la stratégie, le plan stratégique national, le travail est quasiment fini, il arrive à terme. Vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits de ce que le travail d'études et d'état de lieu est terminé et que maintenant le rapport est prêt. Nous allons devoir le valider au cours de cet atelier qui aura lieu demain et après-demain. Et en principe, la semaine prochaine, on le mettra sous forme de documents reliés, sous forme d'impression, d'imprimerie. Et nous aurons donc le plaisir d'aller le remettre aux plus hautes autorités de la République. Alors dites-nous, Monsieur le Président, après l'élaboration de la stratégie nationale, comment va se faire la mise en œuvre? C'est le résultat de ce travail qui est proposé, c'est-à-dire que quand on va le valider, on va nous dire dans les recommandations qui sont contenues dans le document, secteur par secteur, comment la lutte doit être menée. C'est-à-dire qu'on prendra un secteur particulier comme le ministère de la Justice, je parle de mon département, excusez l'égoïsme. Donc on va constater qu'il y a des faiblesses
et on pourra transformer ces faiblesses en objectifs. C'est-à-dire que si aujourd'hui au palais de justice, ceux qui vont, pour parler quotidiennement, prendre leur casier judiciaire, sont obligés de chercher à gauche et à droite comment ça se passe, combien ça coûte, et on vous dira dans la stratégie, dorénavant, il faut que les documents qui sont payants soient connus et que la liste soit affichée et que dorénavant, chaque citoyen qui doit se rendre dans un service devra savoir ce qu'il doit payer. Et ça va être, ce travail va être fait dans tous les secteurs d'activité. On a recensé essentiellement une dizaine au départ. Et là, nous allons connaître le bonheur de pratiquer au moins avec cette boussole le travail tel qu'on voulait le faire depuis le départ. Monsieur le Président, une question d'actualité. La capitale gabonaise devrait abriter le siège des agences anticorruption d'Afrique centrale. Encore faut-il se constituer en réseau. Où en est-on avec ce projet aujourd'hui? La capitale gabonaise va abriter, lundi de la semaine prochaine, un atelier qui va se tenir sur 3 jours, lundi, mardi et mercredi. En fait, cet atelier consistera en la validation du rapport que l'expert des Nations Unies avait déjà réalisé en zone Afrique centrale. Donc ce travail aussi est arrivé à son terme et chaque État de la CEAC devra envoyer 2 représentants qui vont se réunir à l'hôtel Hibiscus de lui. Et à la fin de ce travail, en principe, on devrait avoir une idée un peu plus claire sur le réseau Afrique centrale et sur ce siège que le Gabon attend depuis. D'accord. En quelques secondes, un mot de fin en ce qui concerne cet atelier de validation qui va se tenir demain. Oui, le mot de fin, ce serait de dire déjà merci à tous ces techniciens qui ont pu, depuis juillet, sans relâche, faire ce travail et qui vont demain, enfin, rencontrer tous ces acteurs qui déjà sont imprégnés du document. Et chaque structure devra être représentée par au moins 2 personnalités. Et le travail se tiendra d'abord dans un premier temps, vous savez, il y a le protocole, il faut les cérémonies officielles. Et puis après quoi, il se repartira en atelier. Et vendredi après-midi, on devra en principe clôturer en validant toutes les propositions et les recommandations qui sont contenues dans le document. Monsieur le Président, merci. Restez avec nous. Entre la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la Cour des comptes, il n'y a qu'un pas, membre des organisations internationales de contrôle des comptes publics. La Cour des comptes s'attache les services de la Banque mondiale pour parvenir à confectionner des comptes de l'État faibles et exhaustifs. Détails et explications dans ce reportage de Cédric Mollet-Malonga et Chris Lamaïna. Chaque année, la Cour des comptes doit déclarer les comptes généraux de l'administration de l'État et les comptes généraux des comptables de l'État. Mais depuis 3 ans, l'institution n'y parvient pas. Ces comptes ne sont pas confectionnés conformément à la loi, aussi bien à la forme qu'au fond. Donc la forme n'est pas celle prévue par la loi, le contenu non plus. Et suite à cela, le gouvernement a décidé d'avoir recours à des experts qui vont donc l'aider à confectionner ces 2 comptes publics de l'État. On le sait désormais, l'incompatibilité existante entre les 2 comptes pose problème. À la rescousse, la Banque mondiale se dit disposée à accompagner la Cour des comptes dans ce challenge. Elle va donc apporter son assistance technique pour un contrôle de performance. Nous avons jugé utile de pouvoir, en appui à la requête qui a été formulée par le gouvernement gabonais, de venir assister, dans le cadre de cette assistance technique, les différents ministères de sorte à avoir une information qui se veut la plus exhaustive et la plus fiable possible. Il convient aussi de noter que notre appui s'articule aussi dans le domaine de la préparation et de l'exécution budgétaire à travers l'élaboration des plans de passation de marché, des plans d'engagement et des plans d'ordonnancement et les effets d'induction que cela peut poser sur le plan de trésorerie. L'opération devrait permettre à cette institution de contrôle des comptes publics d'avoir une meilleure lisibilité des dépenses de l'État. L'École nationale de la magistrature organise depuis ce matin un séminaire portant sur la réforme des programmes pédagogiques. 48 heures durant, enseignants et praticiens en juridiction devront réfléchir et mettre en forme un nouveau programme pédagogique. Les détails, Marlise Mengue, Jean-Augustin Diengi.
C'est pour tenter de répondre à la demande de plus en plus exigeante, à la fois pour une justice de qualité et une justice forte, mais aussi devant les nouvelles attentes auxquelles fait face l'École nationale de la magistrature, que se tient ce séminaire axé sur la réforme de ses programmes pédagogiques. Un séminaire qui devrait aboutir à la mise en place d'une nouvelle plateforme qui associe formation et emploi. La réforme des programmes pédagogiques doit viser, au titre de la formation initiale, à préparer les impétrants aux seuls métiers sur lesquels s'ouvre leur formation, en l'occurrence. Pour la filière judiciaire, les métiers de juge, le juge d'instruction et le substitut du procureur de la République. Pour la filière administrative, les métiers de juge et le substitut du commissaire à la loi. Pour la filière financière, le métier d'auditeur. Pour la filière des greffes, les métiers de greffier et de secrétaire de parquet. Par cette démarche rationnelle, qui recadre la formation à l'apprentissage du métier, nous réalisons le passage à l'approche modulaire dont le mérite est d'adapter la formation à l'emploi. Au terme de ces travaux qui se feront sous forme d'ateliers impliquant enseignants et praticiens en juridiction, un comité sera mis sur pied afin de concevoir les programmes pédagogiques à partir des modules de formation et planifier de manière rationnelle les différentes offres de formation. Un autre séminaire, cette fois de renforcement de capacités organisé par l'Académie africaine de management, se tient également depuis ce matin au Laïco. Il porte sur les questions liées au management des risques et audit. Les détails, Worapira, Pierre Claverella. Prévenir les formes nouvelles de vulnérabilité au sein des grandes entreprises bancaires de la capitale, tel est l'objet de la réunion des experts en banque et management de Libreville. Une réunion organisée par AFRAM, l'Académie franco-américaine de management. Les questions liées au management des risques et audits étaient au menu de ce séminaire de renforcement de capacité. L'objectif du séminaire, c'est déjà de faire comprendre ce que c'est que le management des risques, parce que c'est un nouveau métier. C'est un métier qui a environ 10 ans d'existence en Europe. Et vous pouvez comprendre qu'en Afrique et notamment au Gabon, c'est un nouveau métier. Donc il faut apprendre à le découvrir et à le comprendre afin de pouvoir l'exercer parce qu'il est important. Au cours de cet exposé qui s'est mué en échanges fructueux, les exposants et les participants disent ici la portée des enseignements reçus ce jour. L'ambition de ce séminaire, c'est d'abord de sensibiliser et ensuite de donner des moyens simples, notamment par la cartographie des risques, de pouvoir identifier ces risques. Ce qu'on a retenu par rapport à ce séminaire sur le management des risques, c'est qu'aujourd'hui le risk management est une fonction essentielle dans le dispositif de contrôle interne d'une banque et que c'est une fonction émergente qui a connu une importance de plus en plus significative avec les scandales qu'on a connus aux États-Unis, notamment les affaires Enron, WorldCom et Parmalat. Donc le risk manager est un conseiller majeur de la direction générale qui permet à la direction générale d'avoir une assurance sur l'atteinte de ses objectifs. Ce séminaire de renforcement de capacité qui se tiendra sur 2 jours aura donné la possibilité aux séminaristes d'améliorer les performances de leurs institutions bancaires, mais aussi de faire face aux différentes menaces qui guettent leurs entreprises. Ce communiqué du pôle de communication interministériel pour la suite, le réseau des conseillers en communication, des conseillers presse et attachés de presse en fonction dans les différents départements ministériels tient sa réunion hebdomadaire demain jeudi 22 novembre 2012 à 10h à la salle habituelle de l'immeuble du 2 décembre. La réunion présidée par le chef de département communication de la primature rentre dans le cadre de la dynamisation de la communication gouvernementale compte tenu de l'importance de l'ordre du jour. La présence de tous les conseillers en communication et attachés de presse est vivement souhaitée. Et pour la boucle de ce journal, construction et réhabilitation des voiries de la capitale gabonaise, le train est en marche. Les reporters de la presse présidentielle, Elda, Nelly Kumba, Honorine Tsingui et Cédric Aleka ont fait le tour de quelques voiries, notamment dans le 2e et le 5e arrondissement de Libreville. Le constat. La route, facteur important de développement, mérite qu'un accent particulier soit mis tant sur sa construction que sur son entreprise. L'absolue nécessité d'avoir des routes praticables en toute saison
semble aujourd'hui retenir l'attention des maîtres d'œuvre. En effet, depuis quelque temps déjà, les petites et les grandes voies d'accès de la capitale subissent une véritable cure de jouvence. Cas de la route rond-point de la démocratie, état-major général des forces armées, ou encore celle traversant le quartier Ozungue dans la zone Akayi. Une opération qui entre dans le cadre du programme de réhabilitation des voiries urbaines entrepris par le gouvernement. Ces routes, parmi tant d'autres construites et réhabilitées, répondent ni plus ni moins aux normes requises. 7 mètres de large, avec un bitumage épais, des voies d'évacuation d'eau, mais aussi et surtout des rues piétonnes pour la sécurité des usagers. Toute chose qui ne laisse pas ces derniers indifférents. Ça nous fait du bien, ça nous fait très bien, c'est important. Là c'est mieux, le goudron est lisse et on conduit tranquillement et c'est beau. Et maintenant il y a le trottoir, l'eau peut circuler tranquillement, donc on est forcément content. C'est venu à point nommé parce que au moins nous sommes contents. Enfin je peux dire que nous sommes contents parce que c'est la première, c'est une première. Après près de 10 ans que nous n'avions jamais eu une route aussi bien faite. Donc on ne peut être que soulagé et content de ce qui a été fait. La route a été conformément bien faite, mais nous avons un problème du côté l'école Ozungue. L'entreprise qui a été mandatée pour exécuter les travaux n'a pas pu exécuter des dodanes en amont et en aval de l'école Ozungue. Donc c'est la seule chose regrettable que nous déplorons. Soucieux de la sécurité de ses concitoyens, le président de l'association des piétons ne cache pas sa satisfaction quant aux travaux réalisés. S'il y a des rues piétonnes, comme je l'ai vu, c'est très bien, mais je voudrais que ça continue. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer les rues piétonnes et aussi des espaces aménagés pour les tricycles, c'est très bien. Comme ils ont commencé à faire des rues piétonnes, ça veut dire que l'État s'est plié au desiderata des piétons. En tout cas, on ne peut qu'apprécier. Mais il faudrait que ça continue, qu'il ne s'arrête pas là. Vous venez de nous parler des 2 rues et tout ça là, mais ce n'est pas Libreville. Il faudrait que le gouvernement fasse un effort. Il faut que le ministère des Travaux publics fasse un effort. Vraiment pour que ça soit comme ça, pour que les Gabonais puissent circuler librement, même s'ils sont à pied. La route est l'affaire de tous. Il incombe donc à chacun de préserver ses acquis. En ce qui concerne ces 2 voies, il ne reste plus qu'aux entreprises adjudicataires de poser la signalisation horizontale et verticale pour une circulation en toute sérénité et en toute sécurité, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons. Le Conseil national de la communication était en séance plénière hier, nous vous le disions déjà. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ces assises livrés par le conseiller membre chargé de la télévision, Godel Inanga Ndeika. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h.